En 2003, une étude de l'American Journal of Human Genetics révèle que 8% des hommes vivant en Asie descendraient en ligne paternelle d'un homme ayant vécu il y a environ 1000 ans. Pour ces chercheurs, tout porte à croire que cet ancêtre commun est Gengis Khan. Malgré l'amour sincère qu'il portait à sa femme officielle Burt, le conquérant s'est marié de nombreuses fois, dans une politique d'alliance matrimoniale, et s'est également constitué au fil des années un harem des plus belles femmes arrachées au territoire soumis. Ses fils et petits-fils ne seront pas en reste, poursuivant la tradition paternelle et multipliant les enfants, légitimes et illégitimes. Aujourd'hui, un homme sur 200 dans le monde descendrait de Gengis Khan. Ce chiffre étonnant tient au fait que le Khan mongol a réussi à soumettre une large partie du monde connu sous sa domination en moins de 20 ans, lors d'une phase de conquête irrésistible, que rien ne semblait arrêter. Alors après avoir observé la grande phase d'unification des tribus mongoles, revenons à présent sur la dynamique conquérante de Gengis Khan, en s'interrogeant sur les ressorts qui ont permis un tel succès. Nous sommes en 1206. Temujin, âgé de 44 ans, vient d'être nommé souverain céleste par l'Assemblée des tribus nomades d'Asie centrale, après les avoir ralliés sous une même bannière. Quelques irréductibles, notamment les chasseurs forestiers de Sibérie, résistent encore. Les Oïrats, situés à l'ouest du lac Baïkal, se soumettent. Puis c'est au tour des Toumats et des Kirghizes, encore plus à l'ouest, de s'incliner. L'ère des guerres entre nomades est close. Porté par une révélation chamanique, le regard du Khan se tourne désormais vers les grands empires sédentaires. Les Ouïghours, anciens nomades et vassaux des Karakitai, préfèrent prendre les devants pour éviter une attaque, et prêtent allégeance. Gengis souffle le chaud et le froid, à travers des menaces ou des présents. Pour preuve, il offre sa plus belle fille au chef de ce royaume, contrôlant la partie centrale de la route de la soie, principal axe commercial reliant l'Asie à l'Europe, et lui assurant des revenus réguliers. Des richesses immenses affluent en Mongolie. Or, argent, perles, soie, parfums ou thé. La culture ouïghour, notamment l'écriture, influera fortement les Mongols. La première attaque d'envergure sur un véritable état sédentaire s'oriente plus au sud, sur les Tangoutes. Comme à l'accoutumée, rien n'est laissé au hasard. Les Tangoutes ont formé un royaume, devenu empire, connu sous le nom de Xia occidental. Ce peuple raffiné et cultivé est positionné stratégiquement. Plusieurs villes sont situées sur la route de la soie. Dès 1205, Gengis Khan lance une mission de reconnaissance, sous le prétexte que plusieurs zones de steppe furent annexées par les Tangoutes. Mais pour se rendre au Xia, il faut traverser le désert de Gobi, obstacle naturel particulièrement féroce. Un chemin moins aride est trouvé, et en cas de manque d'eau, les cavaliers mongols entaillent légèrement leurs chevaux afin de boire leur sang. Une forteresse à la frontière est prise, grâce à une technique de blocus, empêchant le ravitaillement de ces villes qui dépendaient du commerce. Un nouveau raid est lancé en 1207, puis le gros des forces est envoyé 2 ans plus tard. Il soumet le roi des Tangoutes, qui lui donne sa fille en mariage. Gengis Khan accepte, afin d'assurer une certaine stabilité entre les peuples. Il peut désormais se concentrer sur ceux à qui il a prêté allégeance des années auparavant, et qui viennent, après un changement de souverain, exiger la soumission du Khan. Occasion parfaite pour attaquer le roi d'or de la dynastie Qin. Il débute les préparatifs d'invasion de la Chine dès 1210. Le pays est alors divisé. Les Qin, au nord, comptent environ 7 millions d'habitants, et sont alliés avec quelques nomades sinisés d'origine mandchoue. Les Song, au sud, sont 90 millions. On indique à Gengis Khan un chemin qui contourne la Grande Muraille de Chine. Il entre dans l'Empire en 1211, et remporte une première grande victoire, après avoir coupé les ravitaillements chinois, et, une fois n'est pas coutume, combattu pied à terre, lors de la bataille de la crête du renard sauvage. Gengis Khan enlève quelques villes aux abords de la Grande Muraille, y pénétrant grâce à des trahisons ou en escaladant les murailles la nuit. Jebé poursuit jusqu'en Mandchourie, où une partie des Kitai sinisés abandonne les Qin et se rallie aux Mongols. Mais beaucoup de villes lui résistent grâce aux fortifications, et il reste bloqué dans une zone aux abords de la Grande Muraille, qu'il souhaite percer afin d'éviter un mouvement tournant trop large. Gengis Khan prend conscience qu'il lui faut s'équiper en matériel de siège. Il va alors utiliser de nombreux ingénieurs chinois à cette fin. C'est d'ailleurs un autre trait de Gengis Khan. Les ingénieurs, lettrés et marchands venant de ses ennemis seront toujours traités avec un grand égard, lui permettant d'améliorer les connaissances mongoles et de commercer plus facilement. Cela favorisera des transferts de savoir dans tout son vaste empire. En attendant, il utilise une technique particulière,
il envoie à l'assaut des murailles les prisonniers de même origine, troublant les défenseurs. En 1213, une brèche est ouverte. Il ravage les terres, pille et massacre toutes les populations. En s'appropriant les vivres, son armée avance plus vite, n'ayant plus besoin d'attendre le ravitaillement. Il divise ses troupes en 3 armées de 2 Toumen, qui dévastent les alentours de la capitale impériale et encerclent la ville. Le siège est posé, mais les défenses tiennent bon, malgré la création d'armes de siège. Des cas de cannibalisme sont relatés dans la cité. Face au risque de destruction totale, le nouvel empereur Qin s'incline et accepte de devenir tributaire. Le siège est levé. Mais un général Qin souhaite tendre une embuscade à Temujin. Averti, la cour impériale empêche le plan d'être mené à bien, et craignant que Gengis Khan ait eu vent du complot, transfère la capitale plus au sud. Furieux, le Khan envoie une armée ravager Pékin, qui est bien moins défendue. C'est une destruction totale et un massacre de masse qui est décidé. Poussant plus au sud, les troupes mongoles essuient des revers aux abords du fleuve Jaune et décident de se retirer en protégeant les régions conquises, laissant 40 000 hommes sur place. À l'ouest, un ancien Naiman réfugié chez les Karakitai renverse le souverain et prend le pouvoir. Kushlug, converti au bouddhisme, massacre des révoltés musulmans de la région de Kashgari et détruit leurs récoltes. Il s'attaque ensuite à la vallée de Lili, où des peuples s'étaient ralliés à Gengis Khan. Jebé la Flèche est envoyé à la tête de 2 Toumen pour remettre de l'ordre. Mission lui est donnée de rétablir la paix religieuse et de se comporter en libérateur, non en tyran. Admirable général, il accomplit sa mission avec brio. Kushlug, qui a fui, est rattrapé puis exécuté. Les Karakitai, heureux d'être délivrés, libres dans leurs pratiques religieuses, se rallient spontanément à Gengis Khan. Le territoire touche désormais les frontières d'un puissant royaume, le Khwarezm. Un accord fut passé en 1218 avec le Shah du Khwarezm, Mohamed II, afin de commercer et d'éviter les conflits, les 2 souverains considérant que leur sphère d'action était distincte. Mais 2 ans plus tard, une caravane de 500 chameaux envoyée par le Khan, remplie d'or, d'argent et de soie, est pillée, et ses membres exécutés par un gouverneur khwarezmien. Gengis Khan tente une conciliation, mais ne reçoit que du mépris de la part du sultan. Le souffle de sa colère va balayer la région. Avant de partir, Gengis Khan désigne son 3e fils, Ogodai, le plus tempéré des 4, comme successeur en cas de malheur. Parmi ses chiens féroces, Gelmé reste à l'arrière, afin de gérer les affaires courantes. Jebé, Subotai et Borchu accompagnent le Khan. Durant l'été 1219, une armée de plus de 100 000 hommes se met en branle. Mohamed II envoie ses troupes le long de la frontière nord-est, derrière le fleuve Sir Daria. Jebé et son premier fils Jochi sont envoyés avec 2 Toumen ouvrir une brèche dans la région de Fergana. Le gros des troupes musulmanes les attaque, pensant qu'il s'agit de l'armée principale du Khan. Mais parallèlement, une 2e armée assiège Otrar, en passant par le nord. Malgré une attaque de Mohamed II pour tenter de sauver la ville, Otrar tombe après un siège de 5 mois, et sa population est entièrement massacrée. On détruit toute trace de la cité. Le gouverneur, celui qui a pillé la caravane à l'origine de ce conflit, est exécuté avec raffinement. On lui verse de l'argent fondu dans la bouche et les oreilles. Gengis Khan traverse les 300 km du désert de Kizilkum, surprenant ses adversaires, et se porte devant Bukhara, défendu par à peine 20 000 mercenaires turcs. Une sortie est tentée, mais les Mongols écrasent les mercenaires en rase campagne. À nouveau, cette ville est pillée, la population massacrée, et une partie de la cité incendiée. Cette pratique va désormais devenir la marque de fabrique du Khan. Les Mongols laissent toujours partir quelques survivants, qui préviennent alors les villes voisines de la brutalité de ces hordes, avertissant qu'il vaut mieux se soumettre. Gengis Khan agit ici en véritable maître de la propagande avant l'heure. Sa politique de terreur est conçue pour lui éviter d'autres sièges harassants. Et les promesses de laisser les populations sauves si elles se rendent ne seront pas toujours tenues. C'est ensuite au tour de Samarcande, capitale de l'Empire, de subir les foudres mongoles. 30 000 artisans sont faits prisonniers, puis dispersés dans l'Empire. Le reste de la population est passé au fil de l'épée. Le sultan, paniqué, fuit après la chute de Samarcande. Gengis Khan envoie à ses trousses Jebé et Subotai, avec pour ordre de le traquer comme du gibier, sans s'attarder sur les cités croisées. Une course-poursuite débute. Le sultan est terrifié par ces 2 chiens féroces à ses trousses. Il réussit à se réfugier sur un îlot de la mer Caspienne, où il meurt d'épuisement. Parallèlement à cette traque, plusieurs cités majeures tombent aux mains du Khan. Nishapur, Organj ou Balkh.
Une coalition afghane est repoussée vers l'Indus avant d'être écrasée en 1221. Ghazna tombe l'année d'après. En 2 ans et demi, le Khan a annexé une bonne partie du Khwarezm. Le reste l'intéresse en peu. Les cultures sont dévastées et on estime à environ 15 millions le nombre de morts. Djebé et Subbotai ne se sont pas contentés de poursuivre le sultan. Leur expédition est allée beaucoup plus loin. Ils ravagent le royaume chrétien de Géorgie, puis retournent plus au sud attaquer Maraga, et remontent à nouveau vers le Caucase. Ils pénètrent alors dans un monde inconnu, mais retrouvent un univers familier de steppes et de plaines à perte de vue. Une coalition les attend de pied ferme, mais les 2 chiens féroces sont malins. Ils cèdent une partie de leur butin aux Kipchaks, qui se retirent donc de cette coalition, qui est ensuite battue. Puis ils massacrent ces mêmes Kipchaks pour récupérer le butin cédé. Ils passent ensuite par la Crimée et rencontrent des Vénitiens, qui leur fournissent de précieux renseignements sur le monde européen. Parallèlement, les survivants Kipchaks vont demander de l'aide aux princes russes et de Kiev. Djebé et Subbotai, en infériorité, envoient des émissaires pour éviter l'affrontement. Les princes exécutent les émissaires, puis se lancent à l'assaut des Mongols. Nouvelle retraite stratégique des chiens féroces, qui dure cette fois 9 jours. Une fois sur le lieu qu'ils avaient choisi pour combattre, ils appliquent leur célèbre volte-face et fondent sur une armée exténuée et désorganisée. Les princes sont exécutés de manière originale. Ils sont écrasés et étouffés sous des planches, tandis que les Mongols célèbrent leur victoire au-dessus d'eux. Selon la religion tangriste, mourir sans effusion de sang sauve l'âme. C'est au tour des Bulgares de la Kama de subir les assauts. Enfin, les 2 généraux se décident à rentrer en Asie centrale. Tous ces territoires visités ne sont pas annexés, mais les renseignements amassés pendant cette folle virée serviront quelques années plus tard, lorsqu'un nouveau raid sera lancé en cette direction. Les 2 chiens féroces ont parcouru au total près de 8000 km. Durant cette épopée, Gengis Khan remonte en plusieurs étapes vers son campement. Il ressent en cette période de sa vie de grands questionnements spirituels et une vive curiosité intellectuelle qui va faire évoluer sa perception du monde. Tout d'abord, on lui expose les principes coraniques, qu'il approuve, et va même comparer Allah au Tengri des Mongols, la divinité principale, l'éternel ciel bleu. Il fait venir de Chine un moine taoïste, qui connaîtrait le secret de la vie éternelle. Après un long périple pour le rejoindre, le saint homme lui dit clairement que ce filtre d'immortalité n'existe pas. Impressionné par cette liberté de ton, Gengis Khan le prend en affection. Le maître taoïste lui enseigne les principes métaphysiques de cette doctrine religieuse, impressionnant le Khan par la sagesse qui s'en dégage. Des intellectuels musulmans lui exposent la signification et l'intérêt de la concentration urbaine, de l'administration des villes et surtout des profits que l'on peut en tirer. En quelque sorte, il cherche à comprendre et s'adapter à ces immenses territoires conquis, dont il ne connaît pas grand-chose. Il se rend compte qu'une politique d'extermination totale des sédentaires pour étendre la steppe n'est pas viable, et comprend les avantages matériels et le confort qu'apporte le commerce. De retour dans les steppes mongoles, âgé désormais de 63 ans, Gengis Khan doit mater une rébellion tangoute. Déjà avant son départ pour l'expédition du Khwarezm, les Tangoutes avaient refusé d'envoyer un contingent de soldats, ce qui avait profondément énervé le Khan. Mais il avait préféré temporiser, retardant l'heure de sa vengeance. L'expédition commence mal. Gengis Khan chute de cheval durant une partie de chasse. Son état ne fera qu'empirer tout au long de la campagne. Les villes sont reprises une à une, et son désir de destruction est total. Mais un conseiller chinois lui rappelle à nouveau les avantages d'administrer les pays sédentaires, plutôt que de les détruire. Afflux de richesses par les impôts et le commerce, menant à une paix sociale, effaçant les rancœurs et les désirs de rébellion. Le Khan, sans doute las des guerres constantes, y consent. Désormais, une occupation effective sans débordement de violence et de mise, dans l'objectif de s'allier les populations des territoires conquis. Ce changement se retrouve en Chine. Durant son absence, son général Mukhali a conquis la majeure partie du territoire Tsin, appliquant la méthode mongole, destruction des terres cultivées, pillage et déportation des prisonniers. Gengis Khan stoppe ce procédé et libère les captifs. Mais le roi d'or est encore enclavé dans le Honan, ce qui laissera au Khan un sentiment d'inachevé au moment de sa mort en août 1227, lié à sa chute de cheval de l'année précédente. Un long voyage funèbre emmène sa dépouille du Kansu aux montagnes sacrées du Khentai. Toutes les personnes croisées sont exécutées, afin de ne pas ébruiter la nouvelle de sa mort, mais aussi, selon une vieille tradition mongole, pour lui procurer des serviteurs dans l'au-delà.
La tombe de Gengis Khan, au pied d'un grand arbre isolé, est encore aujourd'hui introuvable. Mais l'empire mongol ne s'éteint pas avec lui. Ses descendants poursuivront les conquêtes, avec une apogée territoriale sous le règne de son petit-fils Kubilai et l'instauration d'une Pax Mongolica, période de paix propice aux échanges entre l'Orient et l'Occident. Gengis Khan, présenté comme un barbare assoiffé de sang, car rare où l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, ne fut pas aussi irréfléchi que sa postérité le laisse croire. Son génie militaire, politique et diplomatique lui ont permis de transformer en profondeur une société mongole archaïque et de soumettre des forces bien supérieures aux siennes. Mais le nombre de morts laissés dans son sillage est effrayant. Il est estimé à 40 millions, environ 15% de l'humanité à l'époque. Sa politique de terreur et de destruction afin de soumettre les peuples s'est infléchie dans les dernières années de son règne, preuve d'une meilleure compréhension d'un monde qui lui était inconnu à la base. C'est au final dans un certain paradoxe que se révèle la vraie nature de Temujin, entre ouverture d'esprit religieuse et sociétale, et destruction sans pitié de ceux qui osaient se dresser face à lui. Voilà, alors j'espère que ces 2 vidéos sur Gengis Khan vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer et à partager. J'en profite pour vous annoncer la thématique et la date de sortie de mon livre, qui par un pur hasard de calendrier porte sur les grandes catastrophes de l'humanité. Le livre s'appelle Risques et périls, et il sort le 26 mars aux éditions First, et vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur internet. Donc l'idée est de vous raconter les manières dont les humains ont réagi et tiré des leçons des grandes catastrophes, naturelles ou industrielles. Par exemple, l'impact sur les grands empires des vagues de peste justinienne au VIe siècle, l'influence du grand incendie de Londres en 1666 sur le développement des premières compagnies d'assurance, ou les réactions à travers le monde de l'hiver volcanique qui a suivi l'éruption du Tambora en 1815. Il y a au total 50 catastrophes qui sont analysées sous cet angle. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à le précommander, et surtout, j'espère que cela vous plaira. Merci encore aux tipeurs et aux utipeurs, et merci à vous tous pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.